Bonjour tout le monde. Voilà donc aujourd'hui on va démarrer un nouveau chapitre, c'est le chapitre 3 et le dernier, et qui va porter sur les séismes ou ce qu'on appelle aussi les tremblements de terre. Voilà donc le troisième chapitre, il va porter sur les séismes ou ce qu'on appelle les tremblements de terre. Alors, séisme, ça provient du grec séismos. Je répète, séisme, ça provient du grec séismos, qui veut dire tremblement de terre, c'est-à-dire la terre qui tremble, la terre qui tremble. Voilà donc pour l'origine du mot séisme. Je répète, alors ça provient du grec séismos, qui veut dire tremblement de terre. Alors, pourquoi un tremblement de terre est l'une des catastrophes naturelles parmi les plus dangereuses? Alors, si vous vous rappelez bien, quand on avait démarré ce cours de géodynamique interne, on avait listé un certain nombre de catastrophes naturelles. Et parmi ces catastrophes naturelles, il y avait les tremblements de terre. Et nous avons dit que les tremblements de terre, ils sont considérés comme étant les catastrophes naturelles les plus dangereuses. Et je crois qu'on avait répondu déjà à cette question. Alors donc la réponse à cette question qui est pourquoi un tremblement de terre est l'une des catastrophes naturelles parmi les plus dangereuses, la réponse est simple. Parce que c'est une catastrophe naturelle qui est imprévisible. Un tremblement de terre est une catastrophe naturelle imprévisible. Qu'est-ce que ça veut dire imprévisible? C'est-à-dire on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir. Ni en ce qui concerne la question du temps, ni en ce qui concerne la question de l'espace. C'est-à-dire ni le lieu, ni le temps. Où va se produire ce tremblement de terre? On ne connaît ni le lieu, ni le temps où va se produire le tremblement de terre. C'est-à-dire on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir le lieu où va se produire le tremblement de terre, ni le temps où va aussi se produire ce tremblement de terre. Donc c'est une catastrophe naturelle imprévisible. Imprévisible. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle donc, il est considéré comme étant l'une des catastrophes naturelles les plus dangereuses, parce que tout simplement, on ne peut pas prévoir et par conséquent, on ne peut pas prendre ces précautions pour pouvoir prendre la fuite avant qu'il y ait des dégâts. Alors, c'est quoi un tremblement de terre? C'est quoi un tremblement de terre ou bien un séisme? Alors, un tremblement de terre, c'est un mouvement bref du sol, un mouvement bref du sol. Donc, un tremblement de terre, il ne va pas durer très longtemps. Donc, c'est un mouvement qui est bref du sol, qui est dû à l'arrivée d'ondes sismiques qu'on appelle aussi les ondes élastiques. Les ondes élastiques. Et qui sont transmises dans le globe à partir d'un point appelé foyer ou source ou encore hypocentre qui se trouve toujours dans la lithosphère mais jamais dans la sténosphère. Donc je vais essayer d'expliquer un peu ça. Je répète donc, un tremblement de terre, c'est un mouvement bref du sol qui est dû à l'arrivée d'ondes élastiques, ou bien ce qu'on appelle aussi les ondes sismiques. Ce sont les ondes sismiques et qui sont transmises dans le globe à partir d'un point appelé foyer, le foyer du tremblement de terre, le foyer du séisme, ou ce qu'on appelle aussi source, source du tremblement de terre ou source du séisme, ou encore hypocentre, hypocentre. Il se trouve toujours, ce tremblement de terre, il se trouve toujours, ou bien cet hypocentre, il se trouve toujours dans la lithosphère, mais jamais dans la sténosphère. Alors, sur ce bloc diagramme, ça c'est un bloc diagramme, sur ce bloc diagramme, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la surface de la Terre, sur laquelle donc vous avez ce qu'on appelle le bâti, vous avez un certain nombre de maisons, d'accord? Et vous avez une cassure qui se prolonge en profondeur. Une cassure qui se prolonge en profondeur. Et vous avez un point au niveau de cette cassure qu'on appelle le foyer, ou bien ce qu'on appelle aussi l'hypocentre, ou bien ce qu'on appelle la source du tremblement de terre. Alors, toutes les appellations, elles sont valables. Foyer, le foyer du tremblement de terre, le foyer du tremblement de terre,
l'hypocentre du tremblement de terre ou la source du tremblement de terre. Alors, que signifie l'hypocentre, ou bien le foyer, ou bien la source? C'est le point à partir duquel vous avez quoi? Vous avez la propagation de ces ondes sismiques qu'on appelle aussi les ondes élastiques. Donc, regardez, vous avez des ondes qui vont se propager lorsque, à partir de ce point, lorsqu'il y a apparition d'une cassure au niveau de la Terre, au niveau exactement de la lithosphère, parce que c'est la lithosphère qui va casser. C'est la lithosphère qui va casser, jamais la sténosphère. Donc, on aura l'occasion de revenir un petit peu plus en détail sur ça. Donc, je répète, j'ai dit que vous avez une cassure au niveau de la lithosphère et vous avez un point à partir duquel vont se propager les ondes sismiques qu'on appelle aussi les ondes élastiques. D'accord? Alors, on installe à la surface de la Terre, on installe des instruments de mesure. Voilà, vous avez une station de mesure à ce niveau-là. Et au niveau de cette station de mesure, vous avez des engins, vous avez des appareils qui vont capter quoi? Qui vont capter ces ondes sismiques. Alors, nous avons un autre point à la surface qu'on appelle l'épicentre. Alors, le point à partir duquel vont se propager les ondes sismiques, c'est ce qu'on appelle le foyer, ou bien ce qu'on appelle aussi la source du tremblement de terre, ou bien hypocentre. Hypo, c'est un mot qui est composé. Vous avez hypo, c'est à l'intérieur. Et vous avez centre. D'accord? Alors, le point à la surface, qui est à la verticale de l'hypocentre, c'est ce qu'on appelle l'épicentre. Alors, l'épicentre, c'est toujours un mot composé. Vous avez épi, donc c'est à la surface, et centre, c'est le centre. D'accord? Donc, vous avez l'hypocentre, c'est en profondeur, et vous avez l'épicentre, c'est à la surface. Et comment on obtient l'épicentre? C'est en traçant une verticale, à partir du foyer, c'est-à-dire le point d'intersection de la verticale qui passe par le foyer avec la surface de la Terre, c'est l'épicentre. Remarquons que l'intensité des ondes sismiques, il décroît au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ce foyer ou bien de cet hypocentre ou bien de la source du tremblement de terre. Plus on s'éloigne, plus l'intensité, il décroît. Donc là, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous avez cette flèche avec marqué au-dessous intensité décroissante. Intensité décroissante. Alors, vous avez d'autres paramètres. On aura l'occasion de revenir un petit peu plus en détail pour le calcul de ces différents paramètres. Alors, c'est ce qu'on appelle la distance focale, la profondeur focale et la distance épicentrale. Donc, distance focale. C'est quoi la distance focale? Donc, la distance focale, c'est la distance qui sépare le foyer et la station de mesure. La distance épicentrale, c'est la distance entre l'épicentre, et la station de mesure. Et puis, vous avez la profondeur focale. La profondeur focale, c'est la profondeur du foyer, tout simplement. C'est la profondeur à laquelle se trouve le foyer. Donc là, ce sont les caractéristiques d'un tremblement de terre. Cette distance focale et cette distance épicentrale, alors, ils tendent à être égales si la profondeur focale tend à devenir nulle. Alors, l'autre fois dans le chapitre tectonique des plaques, donc nous avons vu que le globe terrestre est formé par un certain nombre de plaques tectoniques, au nombre de 14, et qui bougent dans des sens différents à des vitesses différentes. Alors, ce mouvement des plaques tectoniques implique le plus souvent une accumulation d'énergie dans la lithosphère qui est soumise à des forces tectoniques. C'est-à-dire, lorsque les plaques bougent, grâce bien sûr évidemment à ces trois types de limites de plaques, ce sont ces limites de plaques qui permettent la mobilité des plaques. Et lorsque, au niveau du limite des plaques, donc vous avez un mouvement, c'est ce que vous avez une accumulation d'énergie.
Ce mouvement des plaques, il va permettre par la suite des ruptures de la lithosphère. Ces ruptures de la lithosphère, ils vont se traduire par des cassures qui vont se produire là où le seuil d'élasticité est atteint. Seuil d'élasticité. Seuil d'élasticité. On va voir que il y a un comportement élastique de la roche, un comportement plastique de la roche, et puis il y a la rupture. On va expliquer tout ça plus tard. Alors, l'énergie brusquement dégagée le long de ces fractures cause des tremblements de terre ou bien des séismes. Alors, je reviens à ce qui est écrit en vert et souligné en vert. Des ruptures de la lithosphère, se traduisant par des cassures, se produisent là où le seuil d'élasticité est atteint. C'est-à-dire, lorsque on atteint le seuil d'élasticité, c'est à ce moment-là que vous avez la rupture. Alors, voilà, donc sur ce diagramme, donc on a représenté cette courbe qui montre les différents types de déformations et qu'on reporte ici sur cet axe. Et sur cet axe-là, vous avez la contrainte. Bon, j'avais expliqué l'autre fois que contrainte en géologie, c'est quoi? Ce n'est autre qu'une force orientée. Donc, contrainte, c'est force orientée. Donc, lorsque vous avez ou lorsque vous appliquez une force orientée ou bien une contrainte à une masse de roche, il va se déformer. Et on a différents types de déformations. Ce sont ces déformations qu'on a reportées sur ce diagramme. Alors, lorsque on applique une contrainte à un volume de roche, alors ce volume de roche, il va se déformer, mais dans un premier instant, le type de déformation que vous avez, c'est ce qu'on appelle une déformation élastique. Alors, une déformation élastique, c'est une déformation qui est réversible, c'est-à-dire que si je cesse d'appliquer la force ou bien d'appliquer la contrainte à ce volume de roche, ce volume de roche, il va revenir à son état initial. Il va revenir à son état initial. Si je prends par exemple un élastique de longueur L0, et sur lequel j'applique une force, je tire par exemple, une force de traction, je tire. Alors bien sûr, évidemment, donc je vais le déformer de manière élastique, de façon à ce que j'obtienne une longueur L1 qui est supérieure à L0. L1, elle est supérieure à L0. Mais dès que je lâche, alors l'élastique, il va reprendre sa forme initiale, il va reprendre sa longueur initiale, qui est L0. Alors ici, on parle de déformation élastique. Comme je viens de dire, c'est une déformation qui est réversible. Qu'est-ce que ça veut dire réversible? C'est-à-dire, je peux revenir à l'état initial. Je peux revenir à l'état initial. Déformation élastique. Mais il y a un seuil à cette déformation élastique. C'est ce que j'appelle la limite d'élasticité. Limite d'élasticité, c'est-à-dire qu'il y a un maximum. Si je continue à exercer cette force ou bien à cette contrainte, et j'arrive à cette limite d'élasticité, bon, il se peut que on ne revient pas à la position d'origine ou bien à la forme d'origine lorsque je dépasse la limite d'élasticité. Pourquoi? Parce que je sors du domaine de la déformation plastique et je passe au domaine de la déformation plastique. Je sors du domaine de la déformation élastique et je passe à un autre domaine qui est celui de la déformation plastique. La déformation plastique, c'est une déformation qui est irréversible. Moi, ici, je suis dans un domaine de déformation qui est réversible, c'est la déformation élastique, et dès que je dépasse cette limite d'élasticité, ou bien ce que j'appelle aussi le seuil d'élasticité, donc je ne suis plus dans la déformation élastique, mais je passe à un autre type de déformation, c'est la déformation plastique. Si je continue à exercer la force, à exercer la contrainte sur ce volume de roche, puisque la déformation plastique n'est pas réversible, je peux arriver à un point qu'on appelle le point de rupture. Alors la croche, à ce moment-là, il va casser. Alors c'est ce qui se passe avec les plaques. C'est ce qui se passe avec les plaques. Si je prends par exemple une plaque lithosphérique qui est soumise à une contrainte.
Alors, dans un premier instant, il va se déformer de manière élastique, mais dès que je dépasse le seuil d'élasticité ou bien la limite d'élasticité, je suis dans le domaine de la déformation plastique. Mais si je continue à appliquer cette contrainte, il arrivera un moment où la lithosphère, il va casser, il va céder et je suis dans le point de rupture. Je suis dans le point de rupture. C'est à ce moment-là qu'il y a les cassures, qu'il y a des cassures et qu'il y a des ondes sismiques qui vont se propager. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une libération d'énergie. C'est une libération d'énergie. Alors, tant que la lithosphère ne casse pas, c'est un emmagasinement, c'est un emmagasinement d'énergie. Tant que, je répète, la lithosphère ne casse pas, c'est-à-dire durant tout ce parcours-là, durant tout ce parcours, c'est une accumulation d'énergie. Mais dès qu'il y a la rupture, c'est-à-dire la lithosphère, dès que la lithosphère casse, c'est une libération d'énergie. Toute l'énergie qui a été accumulée pendant les deux premiers types de déformation, la déformation élastique et la déformation plastique, ils vont être libérés par la suite sous forme d'ondes sismiques qui vont se propager dans le globe. Et bien sûr, évidemment, puisqu'on installe sur tout le globe des stations, nous avons des engins qui mesurent, qui reçoivent les ondes, donc ces ondes sismiques, ils seront captés. Alors, pour résumer, donc un tremblement de terre, il est dû à une cassure, et lorsque la cassure se produit, bien sûr, évidemment, il se produit dans la lithosphère, un lieu à comportement rigide, vous avez une libération d'énergie, et cette énergie, donc, elle est transmise dans le globe sous forme d'ondes qui seront captées par des engins qui sont installés sur le globe au niveau de stations de mesure. Alors, où se produisent les séismes? Autrement dit, où se produisent les cassures? Alors, les séismes, ils se produisent toujours dans les milieux à comportement rigide, c'est-à-dire à comportement cassant. Alors, et les endroits de la Terre qui ont un comportement cassant ou un comportement rigide, c'est la lithosphère. Parce que tout simplement, la lithosphère, elle est comment? Elle est rigide. Alors, qu'est-ce qu'il comprend la lithosphère? Lorsque je parle de la lithosphère ici, ça comprend la lithosphère continentale comme la lithosphère océanique. Alors, qu'est-ce qu'il comprend la lithosphère? Il comprend la croûte et la partie tout à fait supérieure du manteau supérieur qui est rigide. Alors, les deux constituants de la lithosphère, que ce soit la croûte ou bien la partie tout à fait supérieure du manteau supérieur, ils sont rigides. Donc, c'est des milieux qui ont un comportement rigide. Et c'est là où les roches ils peuvent casser. C'est là où les roches ils peuvent casser et c'est là où se produisent les tremblements de terre. Je répète, c'est au niveau de la lithosphère qui a un comportement rigide parce que tout simplement, la lithosphère, elle est composée de la croûte, ça pourrait être une croûte continentale, ça pourrait être une croûte océanique, mais en bas, vous avez aussi la partie tout à fait supérieure du manteau supérieur qui, elle aussi, elle est rigide. Alors, en gros, la lithosphère, il a un comportement rigide. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle c'est au niveau de la lithosphère que vous avez toujours les tremblements de terre ou bien ce qu'on appelle aussi les séismes. À quelle profondeur ils vont se produire? À quelle profondeur ils vont se produire? À quelle profondeur se produisent les tremblements de terre? Alors, en fonction de la profondeur des foyers ou bien des hypocentres ou bien des sources, on distingue trois types. On distingue ce qu'on appelle les superficiels, les tremblements de terre superficiels. La profondeur, elle est généralement comprise entre 0 et 60 km. Alors, on est toujours dans la lithosphère. On est toujours dans la lithosphère, c'est-à-dire un milieu à comportement rigide. Et ces tremblements de terre superficiels, se trouvant à une profondeur comprise entre 0 et 60 km, qui sont les plus fréquents. Ça représente 95% de la totalité des tremblements de terre qui se produisent sur le globe. Les tremblements de terre superficiels, je répète, entre 0 et 60 km de profondeur, ils sont les plus fréquents. C'est 95%. Il y a ce qu'on appelle les intermédiaires. C'est entre 60 et 300 km de profondeur.
Les intermédiaires, c'est entre 60 et 300 km de profondeur. Et puis, vous avez les profonds, entre 300 et 700 km de profondeur. Alors, remarquez que ici, on n'est plus dans la lithosphère. Et vous allez poser la question. Comment ça se fait que tout à l'heure, vous avez dit que les séismes ils se produisent toujours dans les milieux à comportement rigide, c'est-à-dire dans la lithosphère, et maintenant, vous nous dites que nous avons aussi des tremblements de terre qui sont profonds, et dont la profondeur elle est comprise entre 300 et 700 km de profondeur. Donc là, c'est une question à laquelle on va essayer de répondre plus tard. Alors, les tremblements de terre intermédiaires entre 60 et 300 km de profondeur et les profonds entre 300 et 700 km de profondeur représentent les 5% restantes. Donc, ce qui fait qu'en tout, vous avez 100%. Alors, les plus fréquents, donc, qui représentent 95%, ce sont les superficiels, entre 0 et 60 km de profondeur. Le reste, c'est-à-dire les 5% restants, c'est entre 60 et 700 km de profondeur. Donc, c'est la question que j'avais posée tout à l'heure. Si les séismes se produisent dans les lithosphères, comment expliquer la présence de certains à de grandes profondeurs? Si les séismes se produisent toujours dans la lithosphère, comme je l'ai signalé tout à l'heure ici. J'ai dit que les séismes ils se produisent toujours dans les milieux à comportement rigide. Et les milieux à comportement rigide, c'est la lithosphère, parce qu'il comprend la croûte et il comprend la partie tout à fait supérieure du manteau supérieur qui, elle, il est rigide. Alors, si les séismes se produisent dans la lithosphère, comment expliquer la présence de certains à de grandes profondeurs? Donc, on va revenir sur cette question plus tard. Combien de séismes se produisent par an? Combien de séismes se produisent par an? Voilà, de l'ordre de 2 millions de séismes qui se produisent chaque année sur Terre. Donc, de l'ordre de 2 millions de séismes se produisent chaque année sur Terre. Alors, bien sûr, évidemment, il y en a quelques-uns qui sont ressentis par l'homme, mais d'autres qui ne sont pas ressentis, mais ils sont enregistrés au niveau des appareils d'enregistrement. Je répète, j'ai dit il y a à peu près 2 millions de séismes qui se produisent chaque année sur Terre. Mais il y en a quelques-uns qu'on peut ressentir, qui sont ressentis par l'homme, mais d'autres qu'on ne peut pas ressentir, hein, et ils sont enregistrés par les appareils d'enregistrement. Les séismes ne se produisent jamais seuls. Alors, c'est ce qu'on appelle les essaims de tremblement de terre. Essaims de tremblement de terre. Alors, c'est quoi essaims de tremblement de terre? Alors, très souvent, vous avez le tremblement de terre principal, mais ce tremblement de terre principal, il est précédé par des tremblements de terre qu'on appelle les précurseurs. Alors, les précurseurs, ce ne sont autres que ces tremblements de terre qui annoncent l'arrivée du tremblement de terre principal. C'est ce qu'on appelle les précurseurs. Et puis, lorsque le tremblement de terre principal se produit, il est suivi par d'autres tremblements de terre. C'est ce qu'on appelle les répliques. Les répliques, c'est-à-dire, vous avez les précurseurs qui vont annoncer le tremblement de terre, qui vont annoncer l'arrivée du tremblement de terre principal. Ce sont les précurseurs. Puis vous avez le tremblement de terre principal. Et en plus, à la suite de ce tremblement de terre principal, vous avez les répliques. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, alors j'ai dit que les séismes, ils ne se produisent jamais seuls. Ils ne se produisent jamais seuls. Il y a généralement ce qu'on appelle des essaims de tremblement de terre, avec ses précurseurs et ses répliques, et le tremblement de terre principal. Alors, combien de séismes dans le monde? Ça dépend. Les moyens, lorsque je dis moyens, c'est-à-dire la magnitude, elle est comprise entre 5 et 6. La magnitude comprise entre 5 et 6. 1 par jour, ça c'est la fréquence. C'est la fréquence. C'est-à-dire, il y a un tremblement de terre par jour de magnitude comprise entre 5 et 6 qui se produit à la surface du globe. C'est-à-dire chaque jour, il y aurait quelque part un tremblement de terre de magnitude comprise entre 5 et 6 et qui est qualifié de moyen. Les petits, c'est-à-dire la magnitude elle est comprise entre 4 et 5, on a 1 par heure. 1 par heure, c'est-à-dire chaque heure, il y a un petit tremblement de terre de magnitude comprise entre 4 et 5 qui va se produire en un lieu donné. Les gros,
tremblements de terre, la fréquence des gros tremblements de terre, c'est 1 par mois. C'est-à-dire chaque mois, il y a un gros tremblement de terre de magnitude comprise entre 7 et 8 qui va se produire quelque part sur le globe. Donc ça, c'est la fréquence. Les très gros. Alors, lorsque je dis très gros, c'est-à-dire la magnitude, elle est comprise entre 8 et 9. Il y a 1 par an. C'est-à-dire chaque année, il y a un très gros tremblement de terre de magnitude comprise entre 8 et 9 qui se produit quelque part sur la Terre. Les énormes, la magnitude elle est supérieure à 9. 1 tous les 10 ans. 1 tous les 10 ans. C'est-à-dire chaque dizaine d'années, il y a un énorme tremblement de terre qui va se produire. Voilà, donc là, c'est pour les fréquences des tremblements de terre. Les fréquences des tremblements de terre. Alors, c'est quoi le constat qu'on peut faire? Le constat qu'on peut faire. La fréquence, elle est d'autant plus grande si la magnitude, elle est faible. Regardez, pour les petits tremblements de terre, c'est-à-dire la magnitude, elle est comprise entre 4 et 5, vous avez 1 par heure. 1 par heure. Par contre, pour les énormes, la magnitude elle est supérieure à 9, 1 tous les 10 ans. C'est-à-dire, chaque fois que le tremblement de terre tarde à se produire, c'est une accumulation d'énergie. C'est une accumulation d'énergie. Et lorsqu'il se produit, il y a une grande quantité d'énergie qui est libérée. Et la magnitude, la force du tremblement de terre, elle est fonction de cette quantité d'énergie qui est libérée. Plus le tremblement de terre tarde à se produire, plus c'est une accumulation d'énergie. Et quand il va se produire, c'est une grande quantité d'énergie qui est libérée. Et la magnitude, elle est fonction de l'énergie. La magnitude, elle est fonction de la quantité d'énergie qui est libérée. D'accord? C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, regardez, donc la fréquence, elle est plus grande lorsque vous avez des petits tremblements de terre que lorsque vous avez des énormes tremblements de terre. La fréquence d'occurrence. La fréquence d'occurrence des tremblements de terre, elle est petite pour les grands, pour les énormes, et il est grande pour les petits tremblements de terre. Parce que tout simplement, tout dépend de la quantité d'énergie qui est libérée et emmagasinée. Alors, donc ici, on a représenté les plus gros séismes en 50 ans, depuis le 1-1 1950 au 31-12 2005, toutes profondeurs confondues. Lorsque je dis les plus gros tremblements de terre en 50 ans, c'est des magnitudes qui dépassent les 8,5. C'est des magnitudes qui sont supérieures à 8,5. Donc ici, nous avons 4 tremblements de terre qui ont été enregistrés sur la période de 50 ans, depuis le 1-1 1950 au 31-12 2005, et qui sont les suivants. Alors, le premier, il est là, voilà son emplacement. Le premier, c'est en Valdivia. Valdivia, c'est en 1960. Donc, la magnitude, elle est de 9,6 sur l'échelle de Richter. Valdivia, voilà donc l'emplacement. C'est 1960, 9,6. Et remarquez ici que la position de ce tremblement de terre, elle est à la limite des plaques. Bon, il faut rappeler que là, donc vous avez, c'est la plaque sud-américaine, et là, vous avez la plaque Nazca. L'autre fois, on avait parlé que, nous avons dit que la plaque Nazca, il plonge sous la plaque sud-américaine. Donc, le tremblement de terre, il est à la limite des plaques. Il est à la limite des plaques. Donc, j'aurai l'occasion de revenir un petit peu plus en détail sur ça. Donc, ça, c'est le premier tremblement de terre, Valdivia, en 1960, avec une magnitude de 9,6 sur l'échelle de Richter. Le deuxième tremblement de terre, c'est celui-là. C'est en Alaska. C'est en 1964, avec une échelle, avec une magnitude de 9,4 sur l'échelle de Richter. Avec une magnitude de 9,4 sur l'échelle de Richter. L'Alaska, c'est aussi à la limite des plaques. C'est aussi à la limite des plaques. Le troisième, c'est au niveau des îles Aliotiennes. Les îles Aliotiennes, c'est en 1957.
Donc, avec une magnitude de 9,2 sur l'échelle de Richter. Avec une magnitude de 9,2 sur l'échelle de Richter. Et même ici, donc, on voit qu'on est à la limite des plaques. On est à la limite des plaques. Le quatrième et le dernier gros séisme, c'est celui-là. C'est en Indonésie, c'est à Sumatra, l'île de Sumatra. C'est en 2004, avec une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter. Alors, remarquez que donc, pour ces 4 tremblements de terre qui se sont produits dans la période comprise entre 1-1-1950 et 31-12-2005, hein, tous, ils ont une magnitude qui est supérieure à 8,5, voire une magnitude sur l'échelle de Richter qui est supérieure ou égale à 9. Et par conséquent, donc, ce sont des énormes tremblements de terre. Alors, ce qu'on doit retenir de là, c'est l'occurrence, la fréquence d'occurrence de ces tremblements de terre et puis les emplacements de ces tremblements de terre qui est toujours situé au niveau des limites des plaques. Au niveau des limites des plaques où il y a des mouvements constamment, de manière constante. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que lorsque un tremblement de terre se produit, vous avez une libération d'énergie, et cette libération d'énergie, elle est transmise dans le globe sous forme d'ondes sismiques. Alors, c'est quoi ces ondes sismiques qui sont libérées? Alors, il y a 4 types d'ondes sismiques, ou bien deux gros d'abord, deux gros types d'ondes sismiques. Il y a ce qu'on appelle les ondes de fond et il y a les ondes de surface. Alors, dans les ondes de fond, vous avez les ondes de P et vous avez les ondes de S. Alors, les ondes de P, on les appelle les ondes de P parce que ce sont des ondes primaires. Bon, ils arrivent les premières. Et puis les ondes S, ce sont les ondes secondaires. Ils arrivent en second lieu, ils arrivent en deuxième lieu. Et puis vous avez les ondes de surface. Et dans les ondes de surface, vous avez les deux types d'ondes. Vous avez les ondes de L, c'est ce qu'on appelle les ondes de Love. Et vous avez les ondes de R, qu'on appelle les ondes de Rayleigh. Les ondes de Rayleigh. Voilà donc les deux grands types d'ondes. Vous avez, je répète, vous avez les ondes de fond, c'est les ondes de P et les ondes S. Hein, et vous avez les ondes de surface. Les ondes de L, c'est les ondes de Love. Et les ondes de R, les ondes de Rayleigh. Alors, pour l'onde de P, les ondes de P, comme je l'avais dit tout à l'heure, ce sont des ondes primaires. Ce sont des ondes primaires parce qu'ils arrivent les premières. Et ce sont des ondes de compression. Ce sont des ondes de compression. Bon, regardez ici sur cette figure, comment se déplacent les particules. Donc ça, c'est le sens de propagation des ondes. Alors, si je suppose que les ondes se propagent dans ce sens, donc les particules elles effectuent un mouvement vers l'arrière et puis vers l'avant. Bon, regardez, vous avez les deux flèches. La flèche, cette flèche-là, il indique un mouvement vers l'arrière et puis un mouvement vers l'avant. Alors, ces mouvements vers l'arrière et ces mouvements vers l'avant produisent ce qu'on appelle des zones de dilatation, c'est-à-dire lorsque la particule elle bouge vers l'arrière, donc c'est une dilatation, ça crée une zone de dilatation, mais lorsque la particule elle bouge vers l'avant, donc ça crée une zone de compression. Donc c'est la raison d'ailleurs pour laquelle donc les ondes de P, bon, ils sont considérés comme étant des ondes de compression. Alors ce mouvement se rappelle un peu un mouvement en accordéon. L'accordéon, c'est un instrument de musique sur lequel donc on appuie puis on lâche pour qu'il produise un son. Donc c'est le même principe. C'est le même principe de fonctionnement. Vous avez des mouvements à l'arrière, donc on fait dilater un petit peu le matériau, en produisant une zone de dilatation, et puis je comprime, hein, pour créer une zone de compression lorsque les particules se déplacent vers l'avant. Donc, et ça, c'est le sens de propagation de l'onde. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les ondes de P, ils sont appelés des ondes longitudinales. Les ondes P sont appelées des ondes longitudinales. Parce que vous avez les mouvements, ils se font plus ou moins parallèlement au sens de propagation de l'onde.
Ça, c'est le sens de propagation de l'onde. Et le mouvement, il se fait vers l'arrière dans un premier instant pour créer une zone de dilatation et vers l'avant pour créer une zone de compression. Alors ici, sur ce bloc diagramme, on peut voir qu'est-ce que ça pourrait créer une onde P quand il arrive à la surface. Bon, regardez, vous avez, donc ça c'est la surface, vous avez une petite maison comme repère, vous avez un arc, vous avez une zone de dilatation à l'arrière, une zone de dilatation à l'arrière lorsque les particules ils bougent vers l'arrière, et vous avez une zone de compression lorsque les particules ils bougent vers l'avant. Donc, c'est des zones de dilatation et des zones de compression. Et ce sont des ondes longitudinales, parce que le mouvement des particules il se fait longitudinalement. Alors, les ondes de volume de type S, ou bien les ondes de fond de type S, c'est les ondes secondaires. Ce sont des ondes de cisaillement. Ce sont des ondes de cisaillement. Alors, ça, c'est le sens de propagation de l'onde. Et regardez un peu le mouvement des particules. Le mouvement des particules, bon, il se fait de manière sinusoïdale, avec un mouvement vers le haut et un mouvement vers le bas des particules, mais perpendiculairement par rapport au sens de propagation de l'onde. Perpendiculairement. Ici, tout à l'heure, donc c'était parallèlement au sens de propagation de l'onde. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle donc, ils sont appelés des ondes longitudinales. Ici, ce sont des ondes transversales, des ondes de S. Ondes secondaires, ce sont des ondes qui sont transversales. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez le sens de propagation de l'onde et vous avez le mouvement des particules, un mouvement vers le haut et un mouvement vers le bas, hein, tout en créant ces sinusoïdes, un mouvement sinusoïdal, un mouvement vers le haut, puis un mouvement vers le bas, un mouvement vers le haut, puis un mouvement vers le bas, perpendiculairement au sens de propagation des ondes. Voilà ce que peut créer des ondes secondaires à la surface de la Terre, sous forme, donc des structures sous forme de vagues, des structures sous forme de vagues. Alors, les ondes de L, ce qu'on appelle aussi les ondes de Love, ce sont elles aussi des ondes de cisaillement, comme les ondes de S, mais à la différence des ondes de S, les ondes de L ou bien les ondes de Love, le cisaillement, il se fait suivant un plan horizontal. Ici, c'était sur un plan vertical. Ici, c'était sur un plan vertical. Par contre, ici, c'est sur un plan horizontal. Vous avez un mouvement sinusoïdal. Avec des mouvements des particules un peu vers ce sens dans un premier instant et puis vers le bas dans un second instant. Alors, les ondes de cisaillement, ces ondes de cisaillement qui sont les ondes de L, aussi dans un plan horizontal. Et produisent dans le sol un mouvement de vibration latérale. Bon, regardez ici sur ce bloc diagramme. Bon, ici, donc vous avez des ondes, mais latéralement. C'est pas comme ici. Oui, ici c'est transversalement. Pourquoi? Parce que les ondes de S effectuent des mouvements vers le haut et vers le bas sur un plan vertical. Ici, c'est des mouvements dans ce sens et puis dans ce sens, suivant un plan horizontal. Alors, les ondes de surface de type L, les ondes de Love, ils résultent de l'interférence entre les ondes de S. Ils résultent de l'interférence entre les ondes de S. C'est-à-dire l'interférence des ondes S, il va créer les ondes de Love. Parce que les ondes de S, ce sont des ondes de cisaillement, et les ondes de Love, ce sont elles-mêmes des ondes de cisaillement. Alors, j'arrive au dernier type d'ondes, ce sont les ondes de Rayleigh, ou bien ce qu'on appelle
les ondes de R. Alors, pour les ondes de R, elles sont assimilables à une vague. Les ondes R, ils sont assimilables à une vague. Les particules du sol se déplacent selon une ellipse, créant une sorte de vague affectant le sol lors des grands tremblements de terre. Je répète, les ondes de Rayleigh ou bien les ondes de R, ils sont assimilables à une vague. Et les particules du sol, ils se déplacent selon une ellipse, créant une sorte de vague affectant le sol lors des grands tremblements de terre. C'est ce qu'on peut voir ici sur cette figure. Donc, vous avez une sorte de vague, donc les ondes de Rayleigh, donc c'est une sorte de vague. Alors, ces ondes, ils résultent de l'interférence entre les ondes de P et les ondes de S. Alors, c'est ce qu'on peut voir ici sur ce schéma-là. Il résulte de l'interférence entre les ondes de P et les ondes S. Alors, où est-ce que je peux voir l'effet des ondes de P? Tout à l'heure, j'ai dit que les ondes de P, ce sont des ondes de compression avec des mouvements des particules, un mouvement vers l'arrière et un mouvement vers l'avant. C'est là où je peux voir ces mouvements vers l'arrière et un mouvement vers l'avant. Un mouvement vers l'arrière et un mouvement vers l'avant. Donc, c'est-à-dire on comprend en bougeant toujours longitudinalement, Et l'effet des ondes de S, alors les ondes S, je rappelle que les particules ils effectuent un mouvement vers le haut et un mouvement vers le bas. Où est-ce que je peux voir ces mouvements-là? Bon, regardez, vous avez dans un premier instant un mouvement vers le bas, et ici, pardon, et ici vous avez un mouvement, vers le haut. Donc là, vous avez un mouvement vers le bas, et ici vous avez un mouvement vers le haut. Ici, vous avez un mouvement vers l'avant, ici vous avez un mouvement vers l'arrière. Donc, ce qui fait que l'interférence des ondes de P et les ondes S, ça crée ce système d'ondes avec une forme elliptique, des mouvements des particules. Alors, matériel utilisé pour l'enregistrement. Alors là, c'est ce qu'on appelle un sismographe. Mais puisqu'il y a deux types de sismographes, donc là, vous avez un sismographe qui est vertical. Alors, le sismographe vertical, il sert à mesurer les mouvements verticaux du sol. Le sismographe vertical sert à mesurer les mouvements verticaux du sol. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau de sismographe? Donc là, vous avez le sol auquel est attaché ce qu'on appelle un socle, donc avec des vis. Donc c'est vissé, le socle il est vissé avec des vis, on les fixe sur le sol. Vous avez à ce socle est fixé un pilier, on attache un ressort à ce pilier-là, à ce niveau-là, et on attache à ce ressort une masse avec un poids X. Une masse avec un poids X. De ce côté-là, vous avez ce qu'on appelle un cylindre enregistreur, un tambour, c'est sorte de tambour rotatif, un tambour rotatif autour d'un axe. L'axe, donc, il est fixé au socle, d'accord? Et vous avez du papier millimétré qui est collé sur ce cylindre enregistreur ou bien sur ce tambour rotatif. Et là, vous avez une plume. Alors, l'importance de la plume, c'est quoi? Donc, c'est l'enregistrement sur le papier millimétré, sur le tambour relatif ou bien sur le cylindre enregistreur. Alors, lorsque vous avez un mouvement qui est dû à un tremblement de terre, alors la terre, il va trembler, il va bouger, et tout le matériel avec. Mais puisque vous avez un ressort qui est attaché au pilier, et à ce ressort est attachée une masse, lorsque on soulève l'ensemble, la masse elle-même, elle est soulevée. Mais sous l'effet de la gravité, donc la masse, il va tenter revenir à sa position d'origine, sous l'effet de la gravité. Et c'est comme ça que donc la plume qui est fixée à la masse, il va bouger avec des mouvements. Il va enregistrer les mouvements qui se font vers le haut
et les mouvements qui se font vers le bas. C'est en fonction du déplacement de la masse. Et plus le tremblement de terre il est violent, plus les mouvements vers le haut et les mouvements vers le bas, ils sont plus importants. Et par conséquent, les enregistrements, ils seront aussi importants. Donc, on a un autre type de sismographe, c'est ce qu'on appelle un sismographe horizontal, c'est plus ou moins le même matériel, sauf que là, donc, le sismographe horizontal, il sert à mesurer les mouvements horizontaux du sol. Le sismographe horizontal, il sert à mesurer les mouvements horizontaux du sol. Donc, vous avez la même chose, vous avez le socle, vous avez un pilier, vous avez ici, au lieu d'avoir un ressort, donc vous avez quelque chose de fixe, vous avez une masse, et à cette masse est attachée une plume, vous avez un tambour rotatif, et sur le tambour rotatif, donc on va enregistrer les mouvements horizontaux avec la plume. Lorsque vous avez un mouvement dans ce sens, un mouvement horizontal du sol, le tout bouge, la masse aussi va bouger, la plume aussi va bouger, et ça va enregistrer sur le cylindre enregistreur. Alors là, donc, le tracé qu'on va obtenir sur le tambour rotatif ou bien sur le cylindre enregistreur, c'est ce qu'on appelle un sismogramme. Donc voilà donc l'enregistrement qu'on va avoir sur un cylindre enregistreur, avec bien sûr évidemment, donc ça c'est pendant une période d'accalmie sismique, ça c'est le calme sismique, c'est-à-dire il n'y a pas de tremblement de terre, mais dès qu'il y a un tremblement de terre, les premières ondes qui seront enregistrées, ce sont les ondes primaires. Donc là, c'est l'enregistrement de l'onde primaire. Après un certain temps, bon, c'est l'onde secondaire qui va arriver. Donc c'est la première onde S qui va arriver, qui serait enregistrée. Après un certain temps, nous avons les ondes de Rayleigh, qui sont les ondes de surface qui vont être enregistrées. Et là, donc, vous avez la différence de temps entre l'onde P et l'onde S, les 6 minutes. On verra plus tard l'importance de cette différence de temps. Donc, il sert à calculer le foyer. Il sert à calculer la distance focale, c'est-à-dire la distance entre la station de mesure et le foyer ou bien l'épicentre du tremblement de terre. Alors, pour avoir une idée sur les vitesses, les ondes P et les ondes S. Alors, les ondes P, ils voyagent à une vitesse de 7 km par seconde. Les ondes S, ils sont un petit peu relativement plus lentes. Ils voyagent à une vitesse de à peu près 4 km par seconde. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les ondes P, ils arrivent toujours les premières et les ondes S, ils arrivent en second lieu parce qu'ils sont un petit peu plus lentes. Voilà donc, sismographe, c'est le matériel avec lequel on enregistre. Le sismogramme, c'est le tracé d'un séisme sur un cylindre enregistreur au niveau d'un sismographe. Donc, sismographe et sismogramme. Alors là, vous avez, c'est l'enregistrement du séisme de Hoceima, c'est le 24/2/2004, au niveau de 3 stations au niveau de la ville d'Agadir. Donc, station 1 au niveau de la ville d'Agadir, station 2 toujours au niveau de la ville d'Agadir, et station 3 au niveau de la ville d'Agadir. Et remarquez qu'on n'a pas les mêmes sismogrammes. On n'a pas les mêmes sismogrammes. Alors, si on prend par exemple ce sismogramme-là, alors au niveau de sismogramme, on peut voir que là, c'est l'enregistrement des ondes de P, là, c'est l'enregistrement des ondes de S, et puis là, c'est l'enregistrement des ondes de Rayleigh, les ondes de R. Ici, c'est un petit peu, on peut voir à ce niveau-là les enregistrements des ondes de P. Probablement à ce niveau-là, vous avez les enregistrements des ondes de S et puis les ondes de Rayleigh. Mais ici, c'est confondu. Ici, au niveau de la station 3, au niveau de la station 3 Agadir, c'est confondu. À peine on arrive à déchiffrer les ondes de P et les ondes S parce que tout est confondu. Alors, de quoi dépend la structure d'un sismogramme? Il dépend de la distance épicentrale. Il dépend de la distance épicentrale. C'est-à-dire, ce qu'on peut déduire de là, c'est que la station 1 d'Agadir, elle est un petit peu plus distante par rapport au foyer
que la station 2 et la station 3. La station 2 et la station 3. C'est-à-dire que la station d'Agadir était plus distante. Il était plus distante que la station 2, et la station 2, elle était un peu plus distante que la station 3. Alors, comment mesure-t-on la force d'un tremblement de terre? Comment mesure-t-on la force d'un tremblement de terre? Alors, il y a ce qu'on appelle une échelle, l'échelle de Richter, qui a été inventée par ce monsieur. Donc, c'est Charles Richter, c'est un sismologue américain qui est né en 1900 et il est mort en 1985. Charles Richter, c'est un sismologue américain, il est né en 1900 et il est mort en 1985. Il a inventé cette échelle qui porte son nom, échelle de Richter, en 1935. C'est une échelle qui mesure la magnitude du séisme. C'est une échelle qui mesure la magnitude du séisme. Et c'est une échelle qui est objective. C'est une échelle qui est objective et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Donc, je répète, la première échelle qu'on peut utiliser pour mesurer la force d'un tremblement de terre, c'est l'échelle de Richter. Donc, il a été inventé par Charles Richter en 1935. C'est une échelle qui est objective. Il mesure la magnitude du tremblement de terre. Alors, c'est sur cette échelle qu'on mesure l'importance ou la magnitude des tremblements de terre. Et la magnitude, c'est la mesure de la quantité d'énergie qui est libérée d'un tremblement de terre. C'est-à-dire, autrement dit, la magnitude, elle est fonction de la quantité d'énergie qui est libérée. La magnitude, elle est fonction de la quantité d'énergie libérée lors d'un tremblement de terre. Alors, au départ, l'échelle de Richter était une échelle qui est graduée de 0, donc c'est-à-dire pas de tremblement de terre, c'est le calme sismique, échelle graduée de 0 à 9. Alors, 9, c'était le plus fort tremblement de terre. Lorsque Richter, donc, il avait inventé cette échelle en 1935, on avait cru que 9, c'était le plus fort tremblement de terre. Mais aujourd'hui, la magnitude est mesurée sur une échelle qui est ouverte, qui est une échelle ouverte. Pourquoi? Parce que en 1960, il s'est produit un séisme, c'est le séisme de Chili, qui a atteint 9,5 de magnitude. 9,5 de magnitude. En 1960, il y avait aussi en Alaska un autre tremblement de terre de magnitude 9,4. 9,4. Donc, ça dépasse un petit peu la magnitude maximale qui a été fixée par Richter au départ. Donc, maintenant, on mesure la force des tremblements de terre ou bien la magnitude du tremblement de terre sur une échelle qui est ouverte. Donc, au départ, c'était de 0 à 9, mais puisqu'il y a eu des tremblements de terre qui se sont produits plus tard, 1960, surtout en 1960, avec des magnitudes qui dépassent 9, alors on a dit, bon voilà, donc on va ouvrir l'échelle et on va mesurer la magnitude des tremblements de terre ou bien la force des tremblements de terre sur une échelle qui est ouverte. Alors, les tremblements de terre dont la magnitude elle est inférieure ou égale à 2, sur l'échelle de Richter, bien sûr, évidemment, ce sont des micro-séismes. Ce sont des micro-séismes. Et ils sont peu violents pour être ressentis. Bon, ils ne sont pas ressentis par l'homme. Mais par contre, ils sont, si vous voulez, donc ils sont enregistrés par les appareils. Donc, on ne peut pas les ressentir, nous, l'être humain, mais les appareils, ils peuvent les enregistrer. Les tremblements de magnitude d'au moins 5 sont assez violents pour être ressentis partout dans le monde, et ceux de magnitude supérieure ou égale à 6, ils peuvent causer des dégâts. On continue. Les tremblements majeurs, ils ont des magnitudes d'au moins 8. Les tremblements majeurs, ils ont des magnitudes d'au moins 8.
Voilà donc sur ce graphe, vous avez sur cet axe, vous avez la quantité d'énergie qui est libérée, c'est en arc fois 10 à la puissance 18, et sur cet axe, donc, on représente la magnitude à l'échelle de Richter. Regardez, vous avez ici par exemple 4, vous avez ici 5, vous avez 6, 7 et 8. Et puis, sur cet axe, nous avons la quantité d'énergie qui est libérée. Ici, par exemple, vous avez 10, vous avez 100, vous avez 1000, 10 000, 100 000, et ainsi de suite. Et ça est multiplié par 10 à la puissance 18. Alors, c'est quoi le constat qu'on peut faire? Le premier constat, c'est que cette échelle, elle est basée sur la quantité d'énergie qui est dissipée lors d'un tremblement de terre. Et la courbe, il montre qu'avec une progression arithmétique, alors c'est quoi une progression arithmétique? Une progression arithmétique, vous avez ici 4, 5, 6, 7, 8, ça c'est une progression arithmétique. Alors comme on croît la quantité d'énergie, il croît de manière exponentielle, c'est-à-dire c'est à multiplier par 10. Si je prends par exemple un tremblement de terre de magnitude 4, ici par exemple, ou bien je prends un tremblement de terre de magnitude 5. Donc vous avez la quantité d'énergie libérée, c'est 10 fois 10 à la puissance 18 erg. Mais si je prends un tremblement de terre de magnitude 6, alors la quantité d'énergie libérée, c'est 10 fois la quantité d'énergie libérée par un tremblement de terre de magnitude 5. C'est-à-dire que vous avez 100 fois 10 à la puissance 18. 7, je vais multiplier pour un tremblement de terre de magnitude 7, je vais multiplier la quantité d'énergie libérée par le tremblement de magnitude 6 par 10. D'accord? Alors, à chaque degré, la force du tremblement de terre est multipliée par 10. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple le degré 7, alors le degré 7, ou bien la magnitude 7, pour un tremblement de magnitude 7, un tremblement de terre de magnitude 7, il va libérer 10 fois plus d'énergie qu'un tremblement de terre de magnitude 6, et 100 fois plus d'énergie qu'un tremblement de terre de magnitude 5, et 1000 fois plus qu'un tremblement de terre de magnitude 4. C'est ça ce que je voulais dire avec une progression arithmétique de la magnitude correspond à une progression exponentielle de la quantité d'énergie dégagée. Alors, ici sur cette courbe, on peut voir par exemple quelques repères. Par exemple, un essai nucléaire. Pour un essai nucléaire, donc, c'est l'équivalent d'un tremblement de terre de magnitude supérieure à 8. Une bombe atomique, par exemple. Ici, vous voyez, donc là, vous avez la bombe atomique. C'est l'équivalent d'un tremblement de terre de magnitude 6,5. De magnitude 6,5. D'accord? Mais il y a des tremblements de terre qui dépassent un petit peu les essais nucléaires. Hein, il y a des tremblements de terre qui dépassent les essais nucléaires, parce que nous avons vu qu'en 1960, il y a eu le séisme de Chili avec une magnitude qui dépasse ou bien qui atteint les 9,5, et en Alaska, un tremblement de terre qui atteint les 9,4 sur l'échelle de Richter. C'est-à-dire qu'il y a des tremblements de terre dans l'importance ou bien qui sont plus importants qu'un essai nucléaire. Toujours avec la mesure de la force d'un tremblement de terre, on a terminé avec l'échelle de Richter. Il y a une autre échelle, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Mercalli. Hein, il tire son nom de son inventeur, qui est Giuseppe Mercalli. C'est un sismologue italien qui est né en 1850 et qui est mort en 1914. Alors, c'est une échelle qui a été développée en 1902, mais elle a été modifiée plus tard en 1931. Donc, elle est développée en 1902, mais elle a été modifiée en 1931. Alors, il mesure l'intensité des tremblements de terre, ou bien l'intensité des séismes. Alors, regardez que la différence par rapport à l'échelle de Richter, c'est que l'échelle de Richter, il mesure la magnitude du tremblement de terre et qui est fonction de la quantité d'énergie libérée, alors que l'échelle de Mercalli, il mesure l'intensité des tremblements de terre. Ce n'est pas la même chose. On mesure l'intensité des tremblements de terre, ce n'est pas comme la magnitude des tremblements de terre. La magnitude des tremblements de terre, elle est fonction
de la quantité d'énergie qui est libérée par le tremblement de terre. C'est le principe de l'échelle de Richter, alors que l'échelle de Mercalli, on mesure l'intensité des séismes. Alors, au niveau de cette échelle, qui est l'échelle de Mercalli, les répercussions ils sont échelonnées de 1 jusqu'à 12. Les répercussions ils sont échelonnées de 1 jusqu'à 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire 1? Une répercussion 1, de degré 1. C'est-à-dire que le tremblement de terre, elle est ressenti uniquement par des instruments. C'est-à-dire que l'être humain, il ne peut pas ressentir un tremblement de terre d'échelle 1 sur l'échelle de Mercalli. Mais lorsque vous avez l'intensité 12 sur l'échelle de Mercalli, pardon, c'est ce que vous avez une destruction totale. Alors, cette intensité, elle est déterminée par deux choses. Par l'ampleur des dégâts qui sont causés par un séisme, et par la perception de la population qui est sujette au séisme. L'ampleur des dégâts. Lorsque je dis dégâts, c'est-à-dire, il faut voir s'il y a des maisons qui sont cassées, s'il y a des vitres qui sont cassées, s'il y a des pans qui sont cassés, s'il y a des routes qui ont été un peu cassées, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les dégâts qui sont causés par un séisme. Et puis, la perception de la population sujette au séisme. Qu'est-ce que la population il a ressenti? Il a perçu. Qu'est-ce que la population a perçu? Qu'est-ce qu'il a ressenti? Ça, c'est ce qu'on appelle la perception de la population qui est sujette au séisme. Alors, ce sont les deux facteurs, si vous voulez, qui déterminent l'intensité d'un séisme pour l'échelle de Mercalli. Il y a l'ampleur des dégâts qui sont causés par un tremblement de terre et il y a la perception de la population sujette au séisme. C'est-à-dire, qu'est-ce que la population il a ressenti lorsque un tremblement de terre il s'est produit. Alors, ces deux facteurs, qui sont l'ampleur des dégâts et la perception de la population, permettent de dresser ce qu'on appelle une carte des isoséistes d'un tremblement de terre. Carte des isoséistes. Alors, c'est quoi les cartes d'isoséistes? Les isoséistes, c'est un mot qui est composé. Alors, vous avez iso, c'est même, et séiste, c'est tremblement de terre. C'est-à-dire les mêmes dégâts, la même perception. Les mêmes dégâts, la même perception. Ici, par exemple, sur cette figure, on a représenté la carte des isoséistes du séisme du 16 août 1931 au Texas. Alors, je reviens sur cette question des isoséistes. Alors, si je prends par exemple, cet espace géographique, alors, ce que ça veut dire, une carte d'isoséiste à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans tout cet espace-là, on a ressenti la même chose et on a les mêmes dégâts. On a ressenti la même chose et on a les mêmes dégâts. Si je prends par exemple cet espace-là, la même chose ici. Alors, dans cet espace-là, dans cet espace géographique, on a ressenti la même chose et on a les mêmes dégâts. Donc là, c'est ce qu'on appelle la carte des isoséistes. Alors, les isoséistes, ce sont ces courbes-là. Les isoséistes, ce sont ces courbes, c'est-à-dire d'égale valeur d'intensité du tremblement de terre. Égale valeur d'intensité du tremblement de terre. C'est-à-dire entre ces deux courbes, on a les mêmes dégâts dans cet espace géographique et on a la même perception de la population qui a été sujette au séisme. Alors, ici au centre, nous avons l'intensité maximale. Bon, regardez ici, vous avez 7. Ici, vous avez 6. Apparemment, ici, c'est 8. Ici, c'est 7. Ici, c'est 6. Hein, en chiffre romain. Ici, c'est 5. Ici, c'est 4. Ici, c'est entre 2 et 3. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, ce point que vous avez ici au milieu, c'est ce qu'on appelle l'épicentre.
Et c'est à la verticale en profondeur de ce point-là qu'on aura le foyer ou bien l'hypocentre. Donc, parce que ça, c'est la surface. Donc, ce qu'on va avoir au centre, c'est l'épicentre. Et c'est là où vous avez l'intensité maximale. Plus on s'éloigne de ce point central qui est l'épicentre, plus l'intensité, il va diminuer, il va décroître. Donc, vous avez maximum d'intensité au milieu, plus on s'éloigne, plus l'intensité, il diminue. Alors, cette échelle de Mercalli, donc c'est une échelle qui est un peu subjective, parce que tout simplement, c'est une échelle, comme on vient de voir, c'est une échelle qui est variable géographiquement. Variable géographiquement. C'est-à-dire, pour un même tremblement de terre, vous avez différentes valeurs de l'intensité du tremblement de terre. Pour un même tremblement de terre, vous avez différentes valeurs de l'intensité du tremblement de terre. Bon, ici, regardez, vous avez ici 8, ici vous avez 7, vous avez 6, 5, 4, 3, et ainsi de suite. Mais vous avez, c'est toujours le même tremblement de terre. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on dit que c'est une échelle qui est variable géographiquement. Pourquoi? Parce que tout simplement, la perception de la population et l'ampleur des dégâts, ils vont varier en fonction de la distance à l'épicentre. C'est-à-dire, plus on s'éloigne de l'épicentre, plus les dégâts seront moindres, et plus la perception, il va être moindre aussi. On va moins ressentir le tremblement de terre. Donc, c'est une échelle qui est subjective. Par contre, si vous vous rappelez bien tout à l'heure, on a dit que l'échelle de Richter, c'est une échelle qui est objective parce que c'est une échelle qui est basée sur la quantité d'énergie libérée. Et elle mesure la magnitude, c'est-à-dire que la magnitude est la fonction de la quantité d'énergie qui est libérée. Par contre, pour l'échelle de Mercalli, c'est une échelle qui varie géographiquement et par conséquent, c'est une échelle qui est subjective parce qu'il varie géographiquement et il est fonction de l'ampleur des dégâts et de la perception de la population. Voilà donc un comparatif entre l'échelle de Richter et l'échelle de Mercalli. Ici, vous avez l'échelle d'intensité de Mercalli, de 1, avec des répercussions qui sont échelonnées de 1 à 12, et là, vous avez l'échelle de Richter de 2 à 9. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple un séisme qui est perçu uniquement par quelques personnes dans des circonstances particulières, détecté seulement par des instruments très sensibles, alors ça pourrait être un séisme de magnitude 2 sur l'échelle de Richter et ça lui correspond à une échelle de 1 sur l'échelle de Mercalli. Par exemple, si vous avez par exemple un tremblement de terre d'échelle 8 sur l'échelle de Mercalli, ça lui correspond à un tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Ici, on peut voir les dommages qui sont causés. Donc, vous avez des dommages qui sont légers aux constructions conçues pour les zones sismiques, importants chez les bonnes constructions ordinaires avec des effondrements possibles, catastrophiques chez les mauvaises constructions. D'accord? Si vous prenez par exemple un tremblement de terre de magnitude 9 sur l'échelle de Richter, donc ça lui équivaut à un tremblement de terre d'intensité 12 sur l'échelle de Mercalli. Donc là, vous avez la destruction quasi totale, des ondulations qui sont visibles à la surface du sol, des objets qui sont projetés dans les airs même. Alors, un autre exemple, c'est le séisme de Charlevoix, Québec, en 1925. Donc, le 28 février 1925, il s'est produit un tremblement de terre de magnitude 6,2, et qu'on peut représenter par les isolésistes suivants. Alors ici vous avez avec cette étoile, donc on représente l'emplacement de l'épicentre, et tout autour de cet épicentre, on a dessiné ce qu'on appelle les isosésistes en fonction des dégâts qui sont causés par ce tremblement de terre et en fonction de la perception de la population. Alors ici, l'intensité maximale, elle est de 8. On va regarder ici, c'est en rouge, c'est la zone qui est colorée en rouge. Tout autour de cette zone qui est colorée en rouge,
vous avez une zone où nous avons une intensité qui varie de 7 à 6. Et ça englobe même donc le Montréal, la ville de Montréal, et la ville d'Ottawa. Et la ville d'Ottawa. D'accord? Tout autour, vous avez une zone qui englobe Toronto, et qui englobe aussi Boston, et dans laquelle, en fonction de la perception de la population et des dégâts qui sont causés, on a pu lui donner cette valeur, cette intensité du tremblement de terre qui est comprise entre 5 et 4. Puis, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, remarquez que l'intensité du tremblement de terre, il diminue. Ici, vous avez une intensité comprise entre 4 et 3, et puis une intensité comprise entre 3 et 2. Voilà donc la carte des isoséistes de ce tremblement de terre de Charlevoix, Québec, du 28 février 1925, de magnitude 6,2. Donc, je répète, c'est le même tremblement de terre avec une magnitude de 6,2, mais quand on raisonne en termes d'échelle de Mercalli, c'est-à-dire l'intensité, remarquez que l'intensité, il varie géographiquement, il diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'épicentre. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on avait dit que l'échelle de Mercalli, c'est une échelle qui est subjective parce qu'il varie géographiquement. Par contre, pour l'échelle de Richter, c'est une échelle qui est objective parce qu'on mesure la magnitude et la magnitude est fonction de la quantité d'énergie qui est libérée. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, et on va essayer de répondre à cette deuxième question. Où se trouvent ou bien où sont situés les tremblements de terre? Donc, je m'arrête ici et on aura l'occasion de se revoir donc la prochaine fois, Inch'Allah, pour pouvoir répondre à cette question et répondre aussi à d'autres questions qui vont venir par la suite. Voilà, donc c'est terminé pour cette séance et à la prochaine séance, Inch'Allah.